En plein cœur de la Sibérie, Yakoutsk, la ville la plus froide au monde. En hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 64 degrés. Ici, tout gèle en moins de 5 minutes. Le marché de Yakoutsk est un congélateur à ciel ouvert. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Salut! On va acheter du poisson? Victor, 25 ans, est le seul Français parmi les 290 000 habitants de la ville. Fasciné par la Sibérie, ce professeur de français s'est installé ici il y a 6 mois. Ce soir, il organise avec ses amis un apéro typiquement russe. C'est très simple en fait, on va simplement manger ce poisson, donc ça s'appelle stroganine, et simplement on va le couper en fines tranches avec du sel et du poivre et le manger directement comme ça en fait. Il n'y a rien besoin de préparer, c'est déjà tout prêt. Donc un poisson cru et gelé. C'est un peu bizarre mais c'est pas mauvais. Hein? Спасибо. Так лучше, да? Particularité de Yakoutsk, la température est si basse qu'à l'air libre, tous les aliments restent congelés. La tradition sibérienne est de les manger crus et glacés. On va prendre la moitié. Ça c'est du foie. Le foie de poulain gelé, c'est l'une des spécialités locales. Ouais, c'est un peu impressionnant comment il coupe la viande quoi. Les étals regorgent de produits pour le moins surprenants. J'avais encore jamais vu ça ici. Victor vit à Yakoutsk depuis plusieurs mois. Et pourtant, il continue à faire des découvertes sur ce marché. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, un intestin de poulain. Et ça se mange? Ah putain, c'est un intestin de poulain ça en fait. Je crois que c'était un légume. Trop exotique pour Victor, qui se contentera d'un simple assortiment de poissons et du fameux foie de poulain gelé. Vous avez froid, non? Non, ça va. Bah moi si. Mais voilà, en tout cas moi ça y est, je suis gelé. Donc on va aller se réchauffer dans la voiture. Allez. Si Victor va pouvoir se mettre à l'abri, les vendeurs du marché, eux, sont loin d'avoir terminé leur journée. Ils sont surnommés les forçats du froid. Par moins 30, 12 heures par jour, ils servent les clients. Zina est vendeuse de poissons depuis 10 ans. Ses joues sont littéralement gelées par l'air glacial de Yakoutsk. On a tous peur de mourir de froid. Je me souviens qu'un homme ici a gelé sur le marché et on lui a amputé les mains. Maintenant, il ne peut plus travailler. La vie est dure ici. Oui, ce n'est pas facile de vivre ici. Le climat est très rude. Il ne pardonne rien. L'année dernière, une centaine d'habitants sont morts gelés à Yakoutsk. Cette ville incarne à elle seule le mode de vie en Sibérie, une vie à la dure. La Sibérie représente les 3/4 du territoire russe. 13 millions de kilomètres carrés, plus de 20 fois la France. Une terre hostile, au climat impitoyable. Le froid, la glace et les tempêtes de neige plongent les habitants dans un enfer quotidien. Mon Dieu, le toit tombe! Le toit tombe! Ou pour survivre, il faut aimer souffrir. Bienvenue en Sibérie. En Sibérie, les températures polaires font plusieurs centaines de victimes chaque année. Un homme est couché par terre. Il a perdu connaissance dans la rue. Et dehors, il fait moins 30. C'est pour ça que nous devons nous dépêcher. Si la personne a perdu connaissance, elle peut mourir gelée en quelques minutes. Le froid sibérien provoque des blessures irréversibles. La limite de la partie nécrosée est nette. Nous allons commencer la préparation pour une amputation de tous les orteils du pied. Au cœur du cercle polaire, les territoires les plus reculés de Sibérie cachent des zones fermées, interdites aux étrangers.
Mettez-vous là, sur le côté. Ne discutez pas, c'est comme ça. En exclusivité, nous avons pu pénétrer dans Norilsk, un ancien goulag stalinien qui abrite une des plus grandes usines de nickel au monde. Le précieux minerai se cache dans les entrailles de la Terre, à plus de 800 mètres de profondeur. Voilà notre trésor. Regardez comme elle brille. Ce sont uniquement des métaux. Il y a de l'or, du nickel, du platine et de l'argent. Une ville-usine où les conditions de vie sont extrêmes. Norilsk est la 6e ville la plus polluée de la planète. Pour moi, il ne faut pas rester vivre ici trop longtemps. Il faut qu'on parte. En Sibérie, il ne fait pas froid partout et tout le temps. La capitale Novosibirsk incarne modernité et richesse, attirant des milliers de jeunes Russes avides de liberté. Ce n'est pas parce qu'on est en Sibérie que rien n'est développé. On est aussi moderne que vous. Anna fait partie de cette nouvelle génération qui refuse la vie à la dure. C'est trop cool d'être à Cheregesh. Depuis la capitale et sa jeunesse décomplexée, jusqu'aux territoires les plus hostiles. Immersion inédite en Sibérie, royaume de tous les extrêmes. À Yakoutsk, en ce soir de février, l'air frôle les moins 40 degrés. Victor, le Français, et son ami Jora préparent la glace pour l'apéro. Mais cette glace ne servira pas à rafraîchir leur vodka. Qu'est-ce que c'est ça, Victor? Bah vous voyez, c'est de la glace. C'est de la glace pour boire, du coup, vu qu'ici il n'y a pas l'eau courante. Du coup, ils prennent de l'eau sur la rivière, ils découpent des blocs de glace sur la rivière pour avoir de l'eau potable à la maison. Et voilà, ils stockent ça pendant tout l'hiver ici. Jora, tu passes devant. Jora habite dans une isba, une maison en bois typique de Sibérie. Ici, impossible d'avoir de l'eau courante. Aucune canalisation ne résiste au froid. On dépose l'eau tout de suite? C'est dans ce réservoir en métal de 200 litres que toute l'eau potable de la maison est stockée. Sans eau courante, le confort est réduit au strict minimum. La salle de bain. Enfin, il n'y a pas de bain, mais c'est là qu'il y a l'eau. Donc ils mettent de l'eau ici, simplement un petit réservoir, ils remplissent ça d'eau et ça fait office de robinet, quoi. Mais bon, c'est quand même pas mal. On peut se laver les dents, on peut se laver le visage, on peut se laver au gant de toilette, quoi, comme à l'époque. Pour un Français, ce genre de salle de bain, c'est... Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est pour un Français des années 50, quoi. Non, bien sûr, ça manque de douche, quoi, mais... Victor, lui, n'habite pas une isba. Professeur de français à l'université, il bénéficie d'un logement tout confort. Passionné depuis l'enfance par les déserts de glace du Grand Nord, grâce à ce poste, il réalise son rêve. J'ai toujours voulu aller vers le froid, et donc maintenant je suis assez content, je suis en plein dans le froid, donc c'est bon, j'ai trouvé la Yakoutie, quoi, le paradis. Un paradis qui se consomme sans modération. L'apéro à la mode sibérienne commence toujours de la même façon. Un verre de vodka, cul sec. Donc en fait, il fait moins 40 dehors et on boit de la vodka à 40. Ça fait zéro. Ça fait zéro et comme ça, tout le monde est content. Viennent ensuite les poissons du marché, servis crus, en fines tranches comme des chips, mais surgelés. Et surtout, le fameux foie de poulain gelé, que Victor goûte pour la toute première fois. Ah non, j'aime pas trop. C'est pas bon. Ça a un goût de sang, qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'aime pas. De goût de foie, ouais. Sauf que c'est froid et... Ouais, c'est pas terrible. Ça, c'est très bon, par contre.
Autant j'aime pas beaucoup le foie, mais ça j'adore. Pour se réchauffer, Victor et ses amis n'ont pas vraiment besoin de vodka. Il fait presque 30 degrés dans l'Izba, grâce au gaz fourni par la ville qui alimente la chaudière et la dizaine de radiateurs de la petite maison. Mais à cause d'une envie pressante, Victor va devoir quitter cette chaleur tropicale. Donc voilà les belles toilettes. Un joli trou et 2 planches de bois, quoi. Donc voilà. Ça fait pas rêver, hein, mais c'est pas le temps le fait de faire ça ici, c'est plutôt le fait de devoir sortir, de devoir s'habiller, de devoir passer de plus 30 à la maison, à moins 30 à l'extérieur pour aller pisser, quoi. C'est pas terrible. Je vais vous laisser, je vais pisser, quoi. Une vie rude que Victor prend avec le sourire, mais qui pour d'autres habitants est synonyme de souffrance. 20h, sur le marché de Yakutsk. Après 12 heures passées par moins 30 degrés, Zena, la vendeuse de poissons, et Roma, son patron, remballent leur stand. Je suis fatiguée. Quand je rentre, je me couche aussitôt. Je bois du thé et parfois je n'ai même pas la force de cuisiner. Je me couche tout de suite. C'est dur. On n'a rien oublié? Allez, je ferme. Roma, 54 ans, et Zena, 53 ans, se sont rencontrés il y a 10 ans. Elle était alors au chômage, seule et sans argent. Roma l'embauche comme une petite main pour un salaire de misère. En échange, il lui offre la nourriture et le logement. Chaque soir, elle rentre avec lui dans un petit studio du centre-ville. Entrez, venez. Enfin à la maison. On est vraiment soulagés d'être chez nous. Je vais enlever mon chapeau. Mes cheveux sont tout décoiffés. Ils mangent, vivent et dorment dans une seule pièce de 12 mètres carrés. Moi, je dors ici. Et lui, là-bas, dans ce lit. Moi, je dors là. On dort comme ça, mais parfois, je la rejoins et on fait l'amour. C'est comme ça que nous vivons. Et quand je rentre du marché, j'écoute David Coverdale. Vous connaissez le groupe Whitesnake? Voilà, j'écoute ça. Je m'installe là et je bois un café. C'est mon moment de détente. Regardez, c'est génial. Zina et moi, on vit comme ça, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'amour entre nous, on habite ensemble pour survivre. Si je n'existais pas, elle ne pourrait pas travailler. Et si elle n'était pas là, il n'y aurait personne pour prendre soin de moi. Roma fait un bénéfice moyen de 300 € par mois. Il donne à Zena juste de quoi s'acheter à manger. Mais si les affaires sont trop mauvaises, elle ne touche rien. Aujourd'hui, on a fait 80 € de chiffre d'affaires. Avec ça, pour le moment, je ne gagne rien. J'en ai assez. Je n'en peux plus de rester debout à geler toute la journée. Je me donne encore 1 an et j'arrête. Le climat est trop dur. Cela fait 10 ans que Zena affronte le froid de Yakutsk pour survivre. Un climat impitoyable qui chaque nuit fait de nouvelles victimes. En hiver, les services d'urgence de Yakutsk interviennent jour et nuit. Ce soir, la température est de moins 30 degrés. Un danger mortel. Katarina est médecin urgentiste depuis 20 ans. La première alerte vient de tomber. Un homme est couché par terre. Il a perdu connaissance dans la rue. Et dehors, la température est glaciale cette nuit. C'est pour ça que nous nous dépêchons. Si la personne ne se relève pas, elle peut mourir gelée. Dans un quartier pauvre de la ville, un homme a été retrouvé inconscient dans la neige par des policiers. Bonjour.
Ils ont mis la victime à l'abri dans le hall d'un immeuble. Tu as été frappé à la tête? Oui. Mais le bleu est ancien. J'ai mal à la mâchoire. Faites attention. Tu as consommé de l'alcool? Non? C'est ça, on va te croire. Non, je vous promets. L'homme est ivre. Il se serait battu dans la rue avant de perdre connaissance. Fais-nous voir, tu n'as pas de coup ailleurs, pas de plaie? Katarina et son équipe s'assurent qu'il ne présente pas de traumatisme avant de l'évacuer. Monte. Assieds-toi ici. Normalement. Allez, ne te couche pas là. Cet homme est un alcoolique. Quelqu'un l'a roué de coups. Il ne sait même pas qui. Il a un traumatisme crânien et une lèvre éclatée. Maintenant, nous allons l'emmener à l'hôpital. En Sibérie et en Russie, l'alcoolisme est un fléau que ces urgentistes côtoient quotidiennement. Pour qu'une personne proche du coma éthylique retrouve ses esprits, Relève-toi. ils ont une méthode imparable. Respire. Inhaler de l'ammoniac à plein poumon. C'est bon, ça va. Ouvre tes yeux. Tu vas dessouler un peu. Reste tranquille. Il est SDF, il n'a pas de domicile. C'est pour cela qu'on le ramène à l'hôpital. On ne peut pas le laisser dans la rue par ce froid. Surtout alcoolisé comme il est. À moins 30 degrés, sans protection, l'hypothermie est fatale en quelques minutes. Des températures extrêmes qui font chaque jour plusieurs blessés et même des morts. Les victimes sont transférées dans 7 hôpitaux spécialisés au sein du service des blessures thermiques, l'un des rares centres de ce type en Sibérie. Les filles, vous êtes prêtes? Oui, tout est bon. Entrez, s'il vous plaît. Svetlana Semenova, la chef de service, reçoit plusieurs centaines de patients par an. Cette patiente est arrivée avec le pied gelé parce qu'elle a marché toute une soirée dehors. Elle s'est exposée trop longtemps au froid et ses chaussures étaient trop serrées. Ouvrons le pansement. Voilà, vous voyez le noir sur les doigts de pied. C'est une congélation au 4e degré, une momification des tissus. La limite de la partie nécrosée est nette. Probablement cette semaine, nous allons commencer la préparation pour une amputation de tous les orteils du pied. Par grand froid, tout se joue en quelques minutes. Les tissus gèlent et la circulation du sang se bloque, provoquant une nécrose du membre touché. Comme pour cette jeune femme de 28 ans. Le froid ici est terrible. J'en suis l'exemple même, regardez. On dit qu'il faut s'habiller, qu'il faut faire attention. J'ai grandi ici et jamais je n'aurais pensé que ça m'arriverait à moi. Personne n'est à l'abri. J'ai marché trop longtemps dans la neige et lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé mes bottes et j'ai vu que le pied était enflé. J'avais un œdème et donc j'ai tout de suite appelé le SAMU. Je ne marcherai plus jamais comme avant. À la sortie, je vais avoir un pied en moins. Fataliste, la jeune femme prend son accident presque avec le sourire. À Yakout, chaque année, plus de 200 patients subissent une amputation. Et environ 150 personnes meurent de froid. Ces régions extrêmes de Sibérie, la jeune génération cherche à les fuir dès qu'elle le peut. Plus au sud, à près de 3000 km de Yakout, la capitale de la Sibérie, Novosibirsk. Température, 10 degrés. Ici, l'herbe est plus verte que partout ailleurs en Sibérie. Parmi les 1,5 million d'habitants de la 3e ville de Russie, de nombreux jeunes venus de tout le pays s'installent pour étudier et faire carrière. Une jeunesse coupée de son passé. Alors ça, c'est un ancien dirigeant de notre pays. Je suis incapable de vous en dire plus.
Je peux regarder sur Internet? Mais vous ne savez pas qui est Lénine? Non, désolé. C'est qui? Réfléchis, c'est qui? Non, je sais pas. Mais bon, c'est du passé. Il faut vivre au présent. Pour l'instant, c'est Poutine, notre président. Anna, 25 ans, a grandi à plus de 500 km, à Novokouznetsk, une campagne pauvre de Sibérie. Cette fille d'ouvrier est aujourd'hui en master de sciences de l'environnement. Salut! Après les cours, elle est aussi l'une des danseuses du club le plus branché de la ville. Toi aussi, tu es venue pour le twerk? Oui, j'espère que ça va aller. Vous préparez pourquoi? Pour un petit entraînement de twerk. On va se secouer, se chauffer pour la beauty dance sibérienne. Et ça, c'est la petite culotte pour l'entraînement. C'est ma tenue pour le twerk. C'est une danse très sensuelle, très sexy. Tout à l'heure, ça va être chaud. Vous allez voir ça vous-même. C'est bon, on y va? Tout droit importé des États-Unis, depuis peu, le twerk fait fureur en Russie. L'occasion pour les jeunes sibériennes de passer du temps entre elles. Les battles de twerk sont interdites aux hommes. Pour Anna et ses amis, cette danse provocante est aussi un symbole de modernité et d'émancipation. S'approprier leur corps pour casser les codes machistes de la société russe. Je pense que là, on vient de prouver à tout le monde que le twerk en Sibérie, c'est très chaud. Ici, les femmes sont très libérées. Ce sont des préjugés de penser qu'en Sibérie, on vit tellement loin que chez nous, rien n'est développé. Ce n'est pas vrai. Ici, on évolue au même rythme que le reste du monde. Anna, célibataire, fait partie de cette nouvelle génération de femmes sibériennes qui bousculent les traditions. Depuis 3 ans, elle étudie dans le plus grand campus de Novosibirsk pour devenir ingénieure en écologie. Et voilà notre chez nous. Elle partage une chambre avec sa meilleure amie, Anastasia. Toutes les deux sont boursières. Voilà mon lit. Voilà celui d'Anastasia. Et là, il y a encore une fille, Dasha. Moi, je rêve de devenir ingénieure dans l'environnement, de devenir une super écologiste. Entre le logement dans le campus et la vie quotidienne, l'année scolaire d'Anna coûte environ 5 000 €. Une petite fortune pour ses parents. Son père est ouvrier et sa mère caissière. Mes parents se sont sacrifiés pour que je vienne ici. Ils me disaient « Ma fille, on vit pour toi ». Je suis très reconnaissante. À Novosibirsk, il y a tout ce dont je rêve. Les études, la danse, du travail, de nouveaux amis. Une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle vie dont Anna compte bien profiter un maximum. Dans quelques heures, elle part avec Anastasia pour un week-end à Cheregesh, la station de ski branchée de Sibérie. Je vais te montrer la descente en maillot de bain. C'est dingue. C'était quand? L'année dernière. Regarde. J'hallucine, c'est top. Le record a été battu. Il y avait 2000 skieurs qui ont fait la descente en maillot de bain. Ce festival a fait un buzz énorme sur Internet. Quand le record a été battu, tout le monde criait « Waouh ! Il faut absolument qu'on y aille cette année !» C'est génial!
Dans 2 jours, Anna et Anastasia découvriront pour la première fois la folie de Cheregesh. Cette année encore, tous espèrent être assez nombreux pour battre à nouveau le record du monde de la plus grande descente de ski en maillot de bain. Si Novosibirsk incarne une Sibérie moderne et libérée, certaines régions reculées de cette province russe sont, elles, restées figées dans le temps. Vestiges de l'époque soviétique, la Russie cache 42 villes surnommées les villes interdites. Des zones semi-fermées, protégées par l'armée et interdites aux étrangers. À l'aéroport de Novosibirsk, nous avons rendez-vous avec Marina, une journaliste russe. Avec elle, après des mois de négociations, nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle. Voilà, ça pour ce papier, on a lutté pendant presque 6 mois. Le précieux sésame est délivré par le FSB, les services secrets russes chargés de la sécurité intérieure du pays, l'héritier du célèbre KGB. On autorise l'entrée à la ville de Norilsk, les citoyens étrangers à partir du 15. Embarquement du vol pour Norilsk. Voilà, c'est notre vol. Ok. Pour se rendre à Norilsk, pas de route, ni de train. Seul l'avion permet d'accéder à cette contrée reculée, coupée du monde. Située à 360 km à l'intérieur du cercle polaire, Norilsk est la grande ville la plus septentrionale de la planète. Une ville fermée aux non-russes. Mettez-vous là, sur le côté. Pourquoi? Ne discutez pas, c'est comme ça. Attendez-moi, sans d'accord. Nos 2 passeports français posent problème aux douaniers. Sans la lettre du FSB, notre voyage se serait arrêté ici. C'est juste, ils ont enregistré, fait les copies de notre invitation enregistrée. C'est la première fois qu'une caméra française pénètre sur le territoire de Norilsk. Nous découvrons un univers figé dans la glace et la neige. En hiver, les températures atteignent les moins 30 degrés. Bienvenue dans le Far West sibérien. Comme la majorité des habitants de Norilsk, notre chauffeur est né ici. Nous, on vit dans une ville fermée. C'est calme. Et ce qui compte, c'est le calme. Nous avons notre monde à nous. On se connaît pratiquement tous ici. Au loin, là, c'est l'usine de nickel. Si Norilsk est une ville fermée, c'est à cause de cette usine, Norilsk Nickel. Le plus grand combinat métallurgique au monde. Un site stratégique pour l'économie russe. Ces cheminées asphyxient la ville. Rustislav est notre interlocuteur imposé par le FSB. À 37 ans, il est directeur de l'information de Norilsk Nickel. Il est chargé de contrôler notre tournage. Là, nous nous trouvons sur le site métallurgique de Norilsk Nickel, le premier producteur au monde de métaux de couleur. Et qu'est-ce que c'est que cette fumée là? Cette fumée noire, ce sont des rejets dans l'atmosphère qui se forment lors de la production des métaux.
L'extraction des métaux de couleur n'est malheureusement pas très écologique. Mais par contre, je peux vous dire que ces rejets atmosphériques n'impactent pas les voies respiratoires. C'est sans conséquence pour la santé. Difficile à croire, quand on sait que les cheminées rejettent 2 millions de tonnes par an de dioxyde de soufre, un gaz toxique. Norilsk est la 6e ville la plus polluée au monde. À elle seule, Norilsk-Nickel génère autant de pollution que la France entière. Pour cette raison, l'usine est un lieu interdit aux journalistes. Venez. Nous sommes la première caméra française à pénétrer dans cette enceinte. La coulée de lave commence, regardez. On sait que la Russie et le monde ont besoin de notre nickel. C'est ça la force de l'usine. Dans des bains de flammes, le métal entre en fusion à plus de 1500 degrés. Une température extrême permettant d'extraire le soufre du minerai pour fabriquer des lingots de nickel. L'usine tourne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le nickel s'utilise partout, presque dans tout ce que vous voyez. Dans les téléphones, les couverts, les lunettes, l'électronique, les ordinateurs, tout. Tout le monde a besoin de nickel. Les 60 000 salariés produisent plus de 200 000 tonnes de nickel par an. L'an passé, le chiffre d'affaires de Norilsk Nickel a dépassé les 7 milliards d'euros. Accrochez-vous bien. Cette industrie, capitale pour la Russie, tire sa richesse d'un trésor caché dans les entrailles de la Terre. Nous sommes en train de descendre à une profondeur de 800 mètres dans la mine de Skalistaya. L'ascenseur va à 29 km/h. Dans cette cage, on fait rentrer jusqu'à 90 travailleurs. Nous pénétrons dans l'une des 6 mines de l'usine. Un monde souterrain, secret, et qui tient à le rester. Ici, les journalistes ne sont pas les bienvenus. En fait, il n'y en a jamais. Nous sommes plongés dans un labyrinthe. Plusieurs centaines de kilomètres de galeries pour enfin découvrir la plus grande richesse de Sibérie, le minerai de nickel brut. Voilà notre trésor. C'est grâce à ce minerai que nous sommes devenus le leader mondial de la métallurgie. Regardez comme elle brille. Elle est très lourde. Ce sont uniquement des métaux. Il y a de l'or, du nickel, du platine et de l'argent. Ils sont des milliers de mineurs à creuser la roche. Des ouvriers qui chaque jour subissent l'enfer industriel. Ruslav travaille ici depuis 8 ans. Pourquoi portez-vous un masque? Il protège contre la poussière, contre le gaz. C'est pour ma protection personnelle, pour rester en bonne santé. Parce qu'il ne faut pas respirer l'air de la mine. Il est très nocif. Ruslav passe 8 heures par jour sous terre, sans jamais remonter à la surface. Il a seulement le droit à une pause dans cette alcôve à 800 mètres de profondeur, où il fait plus de 35 degrés. C'est étrange d'être sous terre comme ça. Au début, c'était terrible de travailler ici. Mais je me suis adapté et finalement, je m'y sens bien maintenant.
Il fait bon ici, pas de vent, pas de neige, et il fait chaud. Et puis, il faut gagner sa vie. J'avais envie d'avoir un travail stable. Ça n'a pas été facile d'être embauché ici. Dieu merci, j'ai trouvé une place. Voilà. Si Ruslav ne se plaint pas, c'est parce qu'il touche un salaire de 1 550 € par mois. 3 fois plus que dans une autre usine, ailleurs en Russie. Comme une prime de risque pour ces ouvriers qui n'ont quasiment pas d'autre perspective que de passer leur vie sous terre. Plus de la moitié des emplois de la ville dépendent directement de l'usine. Restez ici, faites attention. Le père et le grand-père de Pavel étaient de simples ouvriers. À seulement 34 ans, lui est ingénieur. Il dirige une quinzaine d'hommes. Forgé dans le moule du patriotisme russe, Pavel est un pur produit de la propagande industrielle de Norilsk. Comme en témoigne cette interview, sous la surveillance du directeur de l'information. Je suis né à Norilsk. Et certains jeunes ici rêvent de quitter la Sibérie. Tout ça à cause des conditions climatiques trop dures. Moi, je n'ai pas cédé à la tentation. J'ai fait des études ailleurs et je suis rentré pour aider ma ville natale. J'aide le pays en travaillant ici. Dans une Russie en crise, depuis que le rouble a perdu la moitié de sa valeur, Norilsk Nickel incarne encore la puissance de la Grande Russie. Et pour certains, un refuge, avec des salaires élevés et de nombreux avantages. Vous voyez, cette école et cette crèche, Norilsk Nickel nous a aidés à les construire. L'usine fait beaucoup de choses pour vous? Énormément. Ils ont aidé à construire un complexe sportif, une salle de spectacle, ils rénovent les infrastructures, ils contribuent à la bonne santé de la ville, plus que la municipalité même. Et pourquoi l'usine en fait-elle autant pour ses employés? Un employé content est un bon employé. Des efforts payants. Malgré les conditions climatiques et la pollution, ils sont nombreux comme Pavel à décider de rester vivre à Norilsk. Bonjour chérie. Salut toi. Un bisou. Viens, rentre, je vais te faire un thé. Marié depuis 5 ans et père de 2 enfants, Pavel a pu acheter cet appartement de 2 pièces grâce à son salaire d'ingénieur. Notre salaire à Norilsk est comparable à vos salaires. Il faut savoir que nous avons le même pouvoir d'achat que les ingénieurs qui travaillent dans le secteur de la métallurgie en France. Pavel gagne 1 400 € par mois. Un bon salaire pour la Russie, même s'il n'est pas comparable avec celui d'un ingénieur en Europe de l'Ouest. Il y a une autre raison qui pousse le couple à rester dans cette ville polaire. Pour eux, l'isolement n'est pas un problème, bien au contraire. Est-ce que vous trouvez ça bien que cette ville soit fermée et que vous puissiez vivre entre vous? Oui, je crois que ce système fermé est bénéfique. Avec ce que l'on voit aujourd'hui à la télévision, je trouve ça vraiment bien. Ce contrôle est nécessaire dans notre ville et il devrait d'ailleurs exister dans toute la Russie. Nous avons la responsabilité de nos enfants. Avec les attentats terroristes, j'ai commencé à avoir peur pour ma famille. Mais heureusement, nous vivons à Norilsk et nous sommes protégés. Nous sommes des patriotes. Nous travaillons pour le bien du pays. Et notre système, si on le change, tout va se dégrader. Ça ne sera plus chez nous. Norilsk semble aujourd'hui protéger les siens, mais c'est loin d'avoir été toujours le cas. La ville est encore hantée par son passé, par une page terrible de l'histoire russe. Ce dimanche, Elisaveta Obst, 66 ans, brave la tempête. Pour rendre hommage à ceux qui ont construit Norilsk, ceux qui furent les premiers à travailler dans les mines. Ils reposent aujourd'hui dans le cimetière de Golgata. C'est une façon de dire à tous les morts que nous nous souviendrons d'eux pour toujours.
et que nous viendrons toujours les voir. En 1935, à l'époque de la dictature stalinienne, Norilsk était un goulag, l'un des pires de Russie. En creusant cette terre gelée, des dizaines de milliers de prisonniers sont morts de froid et de faim. Ici, c'étaient les déportés hongrois. Cette stèle est pour eux. Et là, c'est le monument pour les Japonais. Les prisonniers arrivaient de toute l'ex-URSS, mais aussi d'Europe et d'Asie. Pendant 20 ans, Norilsk s'appelle Norilag, l'un des plus grands camps de travail de la dictature soviétique. Ça, c'est une tombe construite récemment. Un jour, pendant le dégel, il y a eu un torrent d'eau qui a fait apparaître des ossements. Alors les habitants de Norilsk les ont rassemblés dans quelques sacs et ils ont fait une tombe pour ces restes anonymes. Au total, environ 100 000 personnes seraient mortes dans ce goulag. Norilsk Nickel n'a financé aucune des tombes. Elisaveta est fille de prisonnier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père juif allemand a été déporté pour 5 ans de travaux forcés, comme beaucoup de ses compatriotes vivant en URSS. Staline voulait ainsi se protéger d'une éventuelle trahison ultérieure. 70 ans plus tard, il ne reste que 2 survivantes du Norilag. Bonjour Olga, comment vas-tu? Bien, entrez. Aujourd'hui, Elisaveta rend visite à l'une d'elles. Olga, 83 ans. C'est ma maman, et elle, c'est sa cousine. C'est ta mère? Oui, c'est ma mère. Et c'est un costume polonais? Oui, et le costume s'appelle un krakowiak. Olga est arrivée à Norilag à l'âge de 15 ans. Comment je suis arrivée dans le goulag? Le grand Staline m'a amenée ici, ce salaud. Soi-disant, j'étais une ennemie du peuple. Nous avons construit Norilsk de nos mains, sans salaire, sans rien, sous la surveillance des fusils. À cette époque, la terreur plane sur l'URSS. Une simple phrase suffit à être classée ennemi du peuple. Olga et sa famille sont juifs polonais. Pour avoir publiquement critiqué le régime, ils sont condamnés à 10 ans de travaux forcés. On ne peut pas appeler ça une vie. Vous vous rendez compte? C'est quoi se lever à 6 heures du matin, travailler 12 heures durant, et pour ça on nous donnait un tout petit morceau de pain et des miettes de hareng salé. Avec ça, il fallait tenir toute la journée. Et ça ne s'oublie pas. J'avais un numéro dans le dos, je ne pourrai jamais l'oublier. J'avais le X401. Je l'avais sur le front et dans le dos. Olga est libérée en 1956, 3 ans après la mort de Staline. Il y a un ennemi qui, lui, ne disparaîtra jamais, le climat. Et en cette fin d'hiver, la ville va connaître la pire tempête de neige de ces 5 dernières années. Faites attention, ne restez pas là! Le vent glacé souffle en rafale à plus de 120 km/h. La municipalité vient de déclarer l'état d'urgence. Les habitants ont interdiction de sortir de chez eux. Derrière leurs fenêtres, certains assistent au spectacle d'une nature déchaînée. Mon Dieu, le toit tombe! Le toit tombe!
Nous avons rendez-vous avec une famille qui accepte de nous faire partager son quotidien à Norilsk. Nous profitons d'une légère accalmie pour les rejoindre. Maman, je peux en avoir plus? Non, non. T'en as assez. Pour Olga et Sergueï, fonctionnaires, mettre leur famille en sécurité n'a pas été simple. Ce couple de fervents orthodoxes s'est installé à Norilsk, attiré par les salaires plus élevés qu'ailleurs. Aujourd'hui, Olga et Sergueï ont dû courir aux 4 coins de la ville pour récupérer leurs enfants, leurs 14 enfants. Ça a été vraiment dur de tous vous retrouver. Le vent soufflait si fort que j'ai failli m'envoler. Le blizzard était si puissant. Mais on vous a récupéré grâce à Dieu. Il ne faut plus s'inquiéter. Ça vous fait peur, vous? Les tempêtes aussi fortes sont rares. Et maintenant, il faut qu'on reste à la maison. Bonsoir, bienvenue sur les ondes du télécanal de Russie, le programme d'information sur Norilsk. Norilsk est actuellement touché par une forte vague de tempête. Il y a au moins 3 victimes, des piétons, l'un d'eux est décédé. Le vent est puissant. Il faut rester chez vous. Ne sortez pas, même pour acheter du pain. Avec 14 enfants, impossible de rester plusieurs jours sans nourriture. Olga et Sergueï prennent le risque de sortir. Toi, tu restes là. Mais moi, je veux y aller. Non, tu es trop petit, il y a trop de vent dans la rue. Tu as vu ce qui se passe dehors? Tu as vu? Même papa a failli se faire renverser. Olga et Sergueï sortent au moment d'une accalmie. La tempête a ravagé une partie de la ville. Regarde ce que le vent a fait. Ça peut tomber, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Sergueï? Il y a eu des bourrasques de vent et elles ont littéralement arraché le toit de l'immeuble. C'est vraiment dangereux. La ferraille du toit vole comme ça au-dessus des gens, des voitures. C'est effrayant. Sergueï et sa famille ne sont pas les seuls à ignorer les consignes de sécurité. Prenons 2 briques de lait. Cette marque-là, c'est bien. Oui, comme ça. Nous sommes obligés de faire vite parce que l'aéroport est fermé et bientôt il n'y aura plus d'approvisionnement ici. C'est pour ça que nous devons acheter beaucoup. Chérie, prends l'huile. La grosse bouteille. Le blizzard signifie la fermeture de l'aéroport et donc la rupture du ravitaillement de la ville. Car à Norilsk, aucune culture ni d'élevage. Tout est importé, sauf le poisson. Et là, vous allez pouvoir tenir combien de jours? Si on se fie à notre expérience, le blizzard ne devrait pas durer plus de 5 jours. Je pense que nous aurons assez de provisions jusqu'à la fin de la tempête. À l'extérieur, la tempête semble sur le point de se lever à nouveau. Sous les assauts du blizzard, Norilsk se transforme peu à peu en cité fantôme, figée dans la glace. Comme au temps du goulag, seule l'usine continue à tourner. Après 5 jours de bourrasques incessantes, le passage de la tempête est visible à chaque coin de rue. La catastrophe climatique a fait 2 morts. Cela fait plusieurs jours qu'Olga, Sergueï et leurs 14 enfants vivent les uns sur les autres, enfermés chez eux. Ce matin, les enfants peuvent enfin prendre l'air. Un air toxique.
Vous voulez faire des glissades? Ici. Non, pas ici, c'est trop dangereux. Car pour Sergueï, la tempête n'est pas le plus inquiétant. C'est un tout autre danger qui lui fait peur pour l'avenir de sa famille. C'est dur de vivre ici? Oui, c'est vraiment dur. Le plus grave, ce sont les problèmes écologiques. Ici, l'usine détruit tout. Il y a des jours où le gaz enveloppe la ville et on ne peut plus respirer. Entre les tempêtes et la pollution, les enfants ne sortent presque jamais. C'est vraiment dangereux pour eux. Sergueï ne laisse jamais ses enfants jouer plus de 40 minutes à l'extérieur. Il craint les conséquences de la pollution sur leur santé. Je ne sais pas comment tout ça va tourner. Mais pour moi, il ne faut pas rester vivre ici trop longtemps. Il faut qu'on parte. Pourtant, après leur mariage, c'est Sergueï qui a convaincu Olga de venir vivre ici. « 15 ans plus tard, plusieurs de ses enfants ont des problèmes respiratoires. J'aimerais bien vivre ailleurs, là où il fait chaud, pour que les enfants jouent plus dehors, qu'ils aient plus d'oxygène. Pour les enfants, pour leur santé, j'aimerais vraiment déménager. Olga et Sergueï sont les seuls habitants à nous avoir parlé des dangers de la pollution. Dans la ville, c'est l'omerta. L'usine fait vivre Norilsk, alors tout le monde se tait. À plus de 1800 km, bien loin des bourrasques polluées de Norilsk, à Cheregesh, la station de ski la plus courue de Sibérie, il fait 5 degrés. Dans quelques heures, cette piste accueillera plus de 1000 jeunes qui tenteront de battre le record du monde de descente en maillot de bain. Comment tu me trouves? T'es super sexy. Un grand jour pour Anna et Anastasia qui y participent pour la première fois. Tu peux me serrer les bretelles, s'il te plaît? Il faut qu'elles soient pareilles. Peu importe la température, proche de 0 à l'extérieur, ces bikinis seront l'unique tenue des deux amis pour descendre la piste, afin de séduire les hommes et surtout concurrencer les femmes. C'est sûr que la rivalité entre filles va être forte. Je pense qu'on va toutes faire attention les unes aux autres. Oui, carrément. La chose la plus importante en Sibérie, c'est la beauté. La beauté et la sensualité. Je ne pense pas que les garçons se préparent comme ça pour la descente. Ils se préparent à nous regarder. Anna et Anastasia savent que les plus jolies filles de la descente seront prises en photo des dizaines de fois. Alors les deux étudiantes soignent chaque détail. Elles veulent être les reines de la fête. Je suis très excitée, j'ai des frissons qui montent. Parce qu'on participe à un des événements les plus importants de la saison. J'y crois même pas d'être là. Pourtant, il y a 3 ans, la station était au bord de la faillite. La création de cette descente en maillot de bain a tout fait basculer. La nouvelle génération se retrouve ici en masse pour s'amuser et échapper au quotidien parfois difficile de la vie en Sibérie. On dit que la vie est dure en Sibérie, mais regardez, les gens n'arrêtent pas de sourire. La vie n'est pas dure, c'est du plaisir. Amateurs de ski ou simples débutants, ces jeunes Sibériens ont tous payé 200 € pour être ici. Il fait pas trop froid? Comment c'est? Non, au contraire, il fait chaud, 5 degrés. Je dirais même que le soleil brûle, surtout les jambes. Comme à la plage, Anna et Anastasia peaufinent même leur bronzage. Je suis impatiente de descendre en maillot de bain. Je dirais même que c'est mieux qu'avec les vêtements. Il n'y a rien qui gêne, rien de trop.
В небо взмыла ракета и упала за реку. Да-да-да-да. En haut de la piste, juste avant le départ, la température monte encore de quelques degrés. Anna et Anastasia espèrent bien se faire repérer au milieu de la foule. Cette année, ils sont presque 1900 fêtards à descendre la piste, du jamais vu. Les jeunes Russes ont à nouveau battu le record du monde. C'était top. Une fierté pour soi-même. Pour tout le monde. À un moment, j'ai eu peur que certains commencent à tomber. Comme il y a des gens qui ne savent pas skier, mais tout le monde a réussi. Et on est tous heureux de l'avoir fait. Pour les deux étudiantes, la réussite est complète. Elles font partie des filles les plus photographiées de Cheregesh 2016. Et vous ne trouvez pas ça dégradant de vous faire photographier comme ça? Non, ça me fait plaisir. Je me trouve tellement belle que si j'étais un mec, moi aussi je voudrais ma photo. C'est vrai, c'est les deux plus canons de la descente. Oui, c'est nous les plus sexy. Nous sommes les plus belles. Et on s'aime, il faut toujours s'aimer. Vive Cheregesh, vive l'amour. Après la descente en maillot, le show continue sur la piste de danse. L'ambiance est bon enfant, loin des fêtes déjantées des boîtes de nuit moscovites. C'est le pied, c'est le paradis. Ici, les gens sont venus tout simplement pour se reposer, profiter et danser. On fait tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est le plaisir du grand air. La nouvelle génération sibérienne boit avec modération. Ils rejettent le modèle de leurs parents et grands-parents, touchés massivement par les problèmes d'alcool. Il y a de l'ambiance. C'est la vie pure, le kiff, le bien-être. C'est une ambiance bonheur où l'on s'aime tous les uns les autres. Vive la Sibérie! Vive Moscou! Moscou! Novokuznetsk! Peu importe, on s'aime tous ici et venez nombreux! Alors que la jeunesse sibérienne profite de l'air pur et du soleil de Cheregev. À Norilsk, la température frôle les moins 20 degrés. Pourtant, au club des nageurs de la ville, comme chaque soir, ils sont une trentaine à se baigner dans une eau polluée, à 3 degrés, réchauffée par les canalisations de l'usine. Un panneau interdit de nager dans le fleuve. Mais personne n'y prête attention. Non, non, l'eau est très pure ici. Il n'y a aucun impact négatif sur la santé. Et il n'y a pas de problème écologique. Par exemple, nous avons un lac près d'ici, le lac Lama. On peut boire son eau sans aucune indigestion, ni d'empoisonnement. À quelle température est l'eau? Environ 3 à 4 degrés. Mais là-bas, il y a un remous, elle est à 0 degré. En Sibérie, affronter le froid est une fierté nationale. Et même un signe de virilité. 4 soirs par semaine, Pavel, l'ingénieur, et son ami Dimitri viennent ici pour perpétuer une tradition sibérienne, le banya.
Un sauna version russe, dont le rituel n'a pas évolué depuis 1000 ans. Pourquoi vous faites ça? Pour accélérer la circulation du sang et pour bien ouvrir les pores de la peau. Il faut respirer en même temps, c'est encore mieux. Là, on oublie le travail, on fait le vide. Et c'est comme ça 4 fois par semaine. C'est notre histoire, notre tradition. Dans chaque village, il y a un banya. Là, il fait très chaud. Mais après, je vais aller dans l'eau et ça va être que du plaisir. Allez, maintenant, on y va. On va dans le froid. C'est un passage obligé. Dans le banya, la température est de 70 degrés. Dehors, il fait -20. Un choc thermique qui favorise une bonne circulation sanguine, à condition d'avoir le cœur bien accroché. C'est génial ici. C'est super. On me donnerait presque 18 ans, regarde. Et lui, s'il continue comme ça, il va presque pouvoir retourner à l'école. À l'usine, c'est le travail. Ici, c'est le repos. Et franchement, ça fait du bien. Allez, on y retourne. Malgré une pollution record et un climat polaire, ces habitants de Norilsk semblent se satisfaire de leur sort. Un paradoxe à l'image de la Sibérie. Une région riche à milliards grâce à ses ressources naturelles, mais où l'espérance de vie ne dépasse pas les 55 ans, contre 82 ans en France.